Lorsqu'il y a une disparition ou un assassinat, personne assassinée, disparue, crime non résolu, on se pose beaucoup de questions sur comment on va trouver, comment on est capable d'identifier les corps, comment on est capable de travailler pour trouver des solutions. Et aujourd'hui, dans ce cercle de collaboration, on va pouvoir démystifier le rôle de chacun parce que plusieurs intervenants sont impliqués pour essayer de résoudre cette problématique. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on reparle du dossier de la personne qu'on n'avait pas identifiée au début en 2022 en Montérégie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ce corps-là, on avait fait beaucoup de recherches, ça n'avait pas été retrouvé. Peut-être, je passerais justement, Gilles, expliquer ce qui a été fait comme démarche de notre côté pour essayer de retracer c'était qui cet individu-là au départ. C'est sûr que suite à l'appel que nous avons reçu à la police, à la Sûreté du Québec, on s'est dirigé sur place. Une scène de crime a été élaborée afin qu'on puisse recueillir les informations sur le corps et l'endroit de la découverte. Suite à ça, le SIJ s'est rendu sur place, a pris des photos. On a examiné le corps avant de le déplacer, puis après ça, on a appelé le bureau du coroner pour mentionner qu'on avait découvert les ossements, un squelette d'un individu qui n'était pas identifié à ce moment-là. Fait que suite aux recommandations du coroner dans le dossier, je vais te laisser parler, Karine, à cet effet-là. Oui, on très a bien. suivi tes instructions. Donc, nous, en recevant l'appel des enquêteurs, d'emblée, avec les circonstances qu'on nous décrit, on ordonne une autopsie ainsi qu'une expertise odontologique compte tenu de l'état du corps qui est squelettique pour essayer d'avoir une identification. Donc, le coroner, à cette étape-ci, ordonne ces expertises-là et transfère ça au LGML pour avancer dans les expertises pour tenter d'identifier la personne. Donc, suivant les ordonnances du coroner, on reçoit une ordonnance. C'est un pathologiste judiciaire qui va passer en premier sur le corps, qui va examiner les restes et qui va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il peut faire comme constat. Il y a aussi un anthropologue judiciaire. L'anthropologue, c'est le spécialiste des ossements, qui va examiner, qui va essayer d'établir s'il y a eu des traumatismes. Aussi, s'il y a des marques particulières de chirurgie ou s'il y a des signes d'anciennes fractures. Ils peuvent établir aussi l'âge approximatif, ils peuvent établir le sexe, la race. Donc, il y a quand même plusieurs indices que l'anthropologue peut faire. Je vous parlerai plus tard des détails dans ce cas-ci des trouvailles. Ensuite, il y a un examen odontologique qui est fait. L'odontologie, c'est au niveau des dents. Donc, on regarde le profil dentaire de la personne décédée et on va pouvoir regarder par rapport à une base de données, donc une base de données de personnes disparues. Donc, au Québec, on est chanceux, on a quand même une belle base de données dentaires qui nous permet de faire des comparaisons. Donc, son profil dentaire a été entré. On n'a pas eu de succès au niveau du profil dentaire. Par contre, au profil anthropologique, il y avait quand même des anciens signes de chirurgie et il n'y a pas aucun signe de trauma qui avait été retrouvé sur le corps au niveau de la pathologie et de l'anthropologie. Suite à ça, il y a un fragment qui est envoyé en ADN à nos spécialistes en biologie pour tenter d'extraire de l'ADN. Donc, dans ce cas-là, on a reçu un fragment d'os, mais parfois, lorsque c'est des corps plus complets, si vous voulez, qu'on reçoit, ça peut être juste un prélèvement de sang ou un prélèvement de muscle, pour que nous, on puisse tenter d'extraire l'ADN à partir de ce prélèvement-là pour établir un profil génétique que nous aussi, on va mettre dans une banque, mais une banque d'ADN pour comparer avec des personnes disparues. On reçoit au laboratoire des enquêteurs des objets qui appartenaient à des personnes disparues pour établir des profils génétiques et les mettre dans ces banques-là. Et on reçoit aussi des membres de familles des personnes disparues qu'on met aussi dans cette banque pour faire des comparaisons. Donc, dans ce cas-là en particulier, à partir des ossements, on a fait plusieurs tentatives, on n'a pas réussi à obtenir de profil génétique pour ce qu'on avait. À partir des ossements, c'est parfois plus difficile, plus compliqué. Donc, on était revenu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on était revenu dans le cercle des collaborateurs, puis on avait reparlé de ce dossier-là. Parce qu'il y a plusieurs sources d'ADN dans le corps. Il y a les ossements, surtout quand on a un corps squelettique, il y a plusieurs sources d'ADN, donc il y a les ossements. Mais il y a aussi les dents. Les dents sont une source d'ADN quand même assez forte où
l'ADN se retrouve au centre de la dent, donc elle est bien protégée par toute la structure de la dent. Donc, mes collègues en biologie nous ont demandé de faire l'extraction des dents pour tenter de faire un profil à partir des dents. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, le corps étant toujours au niveau du bureau du coroner, on a la possibilité de faire d'autres expertises, d'aller prélever des dents et de les envoyer en biologie. Donc, j'ai reçu les dents de la part de Corinne et on a réussi à établir un profil génétique. Il était partiel, il n'était pas complet, mais c'était suffisant pour être capable de le mettre dans notre banque de données génétiques et faire des comparaisons. Ce qui a été fait. Et ça a donné une concordance. Par contre, les restes humains sont comparés avec les personnes disparues, mais sont aussi comparés avec les profils obtenus de dossiers judiciaires. Je vous rassure, les membres de familles de personnes disparues ne sont jamais cherchés contre les dossiers judiciaires, sont vraiment cherchés seulement contre les restes humains pour identification. Par contre, les dossiers de corps non identifiés, eux, sont recherchés dans toute notre banque de données génétiques. Donc, dans ce cas-ci en particulier, ça a fait une concordance avec un dossier d'introduction par infraction. Donc, on a appelé les enquêteurs, on vous a appelé et envoyé un avis de concordance, donc une lettre qui mentionne que ce corps, l'ADN de ce corps a fait une concordance avec le tel dossier et avec les coordonnées de l'enquêteur de l'autre dossier. Parce que dans l'autre dossier, il pourrait y avoir un suspect qui nous aiderait à identifier le corps. Donc, c'est ce qui a été fait. On a envoyé un avis aux enquêteurs du dossier. C'est un dossier qui revenait régulièrement, justement, dans toute notre cercle de collaboration parce qu'on cherchait des indices, même que les enquêteurs, vous pouvez peut-être en parler un peu plus longuement, mais vous aviez eu d'autres identités suspectées de personnes qui n'étaient pas dans les banques de personnes disparues, ou vous nous avez envoyé des chartes dentaires aussi. Mais c'est sûr, dans ces dossiers-là, nous, on a une banque de données pour les personnes disparues. Puis on regarde dans notre banque de données, on regarde la région où le corps a été retrouvé. Fait qu'il y avait deux possibilités à ce moment-là qu'on pouvait retrouver dans la banque de données. C'est ce qu'on vous a remis afin que vous puissiez valider si ça pouvait correspondre à ce qu'on avait. Les résultats ont été... Dans les deux identités suspectées qu'on avait pour ce corps où c'était des personnes qui étaient disparues dans la même région, ça a été exclu. Donc, avec les dents, on a pu dire que ce n'est pas la même personne. Mais là, suivant les informations de Dominique, c'est sûr que ça a donné tout un indice aux policiers. Oui, bien, la particularité qu'on a, comme dans tous les dossiers de corps qu'on retrouve, c'est qu'on a une banque de données, comme Gilles, mon collègue, disait, qui est toutes les disparus au Québec. Donc, par contre, si la personne n'est pas rapportée disparue, bien, c'est plus difficile pour nous de faire un match. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, vu que ça datait de 2022, on revisite souvent le dossier pour aller voir si la personne, parce que ça arrive des fois que la personne est rapportée disparue, mais 6 mois après sa disparition, parce que la famille n'est pas beaucoup en contact avec ou pour toute autre raison. Fait qu'on revisitait, mais on n'avait jamais de nouveaux cas dans cette région-là. Fait que quand on a eu l'ADN partiel de la dent, donné pour un dossier criminel qui était dans cette région-là, à Montérégie, j'ai communiqué avec l'enquêteur du poste en question. Puis, malheureusement, il n'y avait pas de suspect dans ce dossier-là à l'époque. Par contre, en discutant avec, ça m'a amené à lui parler, mais tu sais, vous n'auriez pas une personne peut-être qui est manquante, mais qui n'a pas été rapportée disparue depuis un certain temps. Puis, il y avait effectivement une personne qui était manquante, qui nous a soulevé le nom de M. Tremblay en question. Puis là, on a amené ce nom-là à notre rencontre de cercle de collaborateurs. Puis c'est pour ça qu'on reparle aujourd'hui, parce que c'était vraiment particulier ce dossier-là, parce que la personne n'était pas rapportée disparue. Fait que ça nous met vraiment une grosse barrière. Puis l'autre problématique qu'on a, juste pour faire du chemin là-dessus, c'est que souvent, on n'a pas les fiches dentaires qui sont alimentées dans les dossiers de disparition, parce que la famille ne sait pas était où le dentiste, ou on n'a pas le dossier médical, ou l'ADN de la famille n'a pas été pris, ce qui était dans ce cas-là, toutes ces raisons-là, il n'était pas fait.
Mais là, suite à ça, on a fait des vérifications. Et bien, Karine, entre autres, là, lors de la réunion, elle a fait des vérifications. Ça fait que je te laisse aller. Exact. Donc, en ayant le nom de M. Tremblay de mon côté, j'ai été capable d'aller vérifier auprès de la Régie de l'assurance maladie d'abord les dossiers médicaux de M. Tremblay pour voir si ça correspondait aux indices d'intervention chirurgicale qu'on avait vus à l'autopsie, voir s'il y avait des radiographies qui sont toujours utiles pour la chirurgie, mais également pour l'identification avec les dents. Puis avec les sinus, donc s'il y a des radiographies de la tête, puis également vérifier auprès de la Régie de l'assurance maladie s'il y a des consultations dentaires qui sont notées. Ce n'est pas le cas dans toutes les situations, mais des fois, on peut retracer un dentiste. Dans le cas de M. Tremblay, on a trouvé un dentiste qui avait donné des soins au début des années 80. C'est sûr que ça date, généralement, on n'a pas toujours des radiographies, on n'a pas toujours des dossiers qui existent encore parce que les dentistes peuvent détruire leur dossier après 5 ans. Mais on a trouvé une consultation au début des années 80 que j'ai redonnée aux policiers pour aller voir cette clinique-là où le dentiste pratiquait. Il avait pris sa retraite, mais il y avait toujours une clinique qui existait et les enquêteurs ont été capables de joindre ce dentiste-là. Oui, bien finalement, il y avait eu d'autres soins par après qui n'étaient pas à la RAMQ. Pas dans la RAMQ. Ça fait que ce dentiste-là, il avait fait des plombages en 2014 et 2016. Puis, c'est la même journée qu'on a fait notre réunion de cercle de collaborateurs que j'ai communiqué avec l'enquêteur. L'enquêteur a communiqué avec ce dentiste-là. Le soir même, le dentiste à la retraite est parti chez son ancienne secrétaire qui, elle, avait heureusement gardé des fichiers informatiques. Puis, on avait des photos au niveau des dents, des plombages, que là, tout de suite, je me suis empressé d'envoyer à Corinne. C'est un peu ça la beauté du cercle de collaborateurs, je trouve, c'est qu'à chaque 2 semaines, quand on se rencontre, on peut discuter, on fait avancer les dossiers beaucoup plus rapidement que par une série de courriels comme ça. Donc, du moment que j'ai reçu les radiographies, j'ai pu comparer. Et c'est très rapide de faire une comparaison parce que l'autopsie, pour moi, avait été faite déjà il y a très longtemps. Donc, faire la comparaison, c'est une question de minutes. Donc, j'ai pu confirmer l'identité à la coroner au niveau de mon expertise parce que, ultimement, on sait que c'est le coroner qui est responsable d'accepter et de confirmer l'identification. Donc, on avait l'identification en odontologie, puis on avait aussi reçu au niveau médical le dossier qui montrait la même chirurgie que ce qu'on avait trouvé sur les ossements. Donc, avec tout ça, moi, j'ai pu confirmer l'identité de M. Tremblay de façon formelle. Puis une fois que l'identité était confirmée, la famille... Oui, bien c'est ça. On a quand même un corps qui est retrouvé en 2022 à l'automne, puis on se retrouve quand même plusieurs mois après. Comme tu parles, Andréane, on est allé donner un retour à la famille 4 jours après, dans le fond, là, le temps que ça soit confirmé par Karine au niveau de l'identité et tout. Puis, c'est ça, ça a permis à une famille, en fait, de faire son deuil. Il se posait des questions, justement, parce qu'il n'y avait plus de nouvelles de lui. Mais il n'était pas rapporté disparu parce qu'il n'était pas toujours en contact avec dans ce cas-là. Mais ça reste que c'est ça, il y a une famille qui a eu des réponses. Puis, au moins, comme on s'est fait dire par la famille, on va pouvoir entamer notre processus de deuil puis aller de l'avant. Parce qu'il était toujours dans le néant, sachant pas s'il était parti à l'extérieur ou il était, tu sais, là, ils ont su qu'il était décédé. Puis il faut noter aussi dans ce dossier-là, on n'a pas parlé tantôt, mais tout ce qui a été fait au niveau de la scène au départ et l'autopsie n'avait décelé aucun élément criminel dans ce dossier-là. Donc, la cause exacte de la mort ne sera peut-être jamais déterminée, mais au moins, on sait qu'il n'y a pas d'élément criminel. C'est un excellent exemple de pourquoi on a mis en place ce groupe, ce cercle de collaboration-là, parce qu'en mettant toutes nos forces en commun, on est capable d'aller chercher vraiment l'identité d'une personne. T'sais. Puis ça date d'il y a à peu près 1 an qu'on a mis ça en place. Oui, on a mis ça à peu près en place, c'est ça, il y a 1 an. Il y a à peu près 1 an. Oui, où on a parlé avec nos directeurs ou nos supérieurs parce que l'idée commençait un peu à notre niveau où on trouvait que de travailler chacun de notre côté était peut-être pas optimal. Il y avait déjà beaucoup de communication quand même. On travaillait les dossiers d'inconnus, les dossiers de disparition, mais c'était jamais ponctuel et c'était jamais complètement opérationnel non plus. Tu sais, ce que j'aime dans notre groupe de collaboration, c'est qu'on se penche sur un dossier. On est très opérationnel, on ramène des dossiers. Celui-là, c'est un exemple d'un succès qu'on a travaillé quand même assez fort. On en a d'autres, des succès qu'on a travaillés aussi. On a des succès qui remontent aux années 70, des corps inconnus qui ont été identifiés 40 ans plus tard. Donc, je pense que la pertinence de tous se mettre en commun, de tous discuter et de tous allier nos banques de données qui sont différentes parce qu'on n'a pas toutes les mêmes informations au niveau des banques de données. T'sais, on parle de disparition
Au niveau policier, c'est super bien documenté. Tandis qu'au niveau coroner, ils n'ont pas juridiction dans un cas de disparition. Le coroner a juridiction juste quand il y a un décès. Donc, doit prendre un pas de recul. Quand il y a une identité soupçonnée, à ce moment-là, le coroner peut aller chercher les dossiers médicaux puis avancer avec ça. C'est pour ça qu'on est important l'un pour l'autre. Oui. On est tous interdépendants l'un de l'autre. Exact. Ça permet de donner des réponses plus rapidement aux familles parce qu'en se parlant, l'information se transmet automatiquement au lieu de par courriel que j'aurais envoyé à Corinne puis que Karine n'aurait pas su. Oui, puis il y a la technologie aussi qui a évolué avec le temps. Exact. Donc, il y a des nouveaux outils au niveau de la biologie. On recule de 10 ans, on n'avait pas ces outils-là pour faire des identifications aussi. Puis on a vraiment des beaux succès dans la dernière année avec des dossiers qui ont plus de 40 ans, où il y a des familles qui cherchent leurs proches depuis 40 ans, puis qu'on arrive en se mettant ensemble à les identifier puis à donner des réponses. C'est quand même précieux. Au laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale, on a reçu le mandat d'ouvrir une cellule d'identification et de revisiter ces dossiers-là. Un peu parce qu'on a la chance d'avoir un dentiste judiciaire qui fait des autopsies dentaires depuis les années 70. Donc, on a une grande base de données au niveau des inconnus, au niveau des radiographies dentaires. Donc, on se penche un peu, on revisite des dossiers, on réouvre des dossiers pour voir les indices. Et c'est ces dossiers-là aussi qu'on apporte aux réunions. Chacun de notre côté, on a des dossiers qu'on veut travailler, puis on repart chacun avec nos devoirs pour essayer d'amener des solutions la semaine suivante. Comme Andréane mentionnait, nous, des fois, on a des ossements, des dossiers qui ont été retrouvés, mais qu'on redemande à Mme Marchand si elle peut pas... Roberge, si elle peut pas revisiter le dossier parce que vos techniques ont grandement évolué. Effectivement, un dossier qu'on a traité il y a, je ne sais pas, 10 ans, qui ne fonctionnait pas, ça se peut qu'aujourd'hui, on le retravaille et qu'on réussisse à obtenir de l'ADN, qu'on puisse faire des comparaisons dans notre banque. Fait que oui, c'est important de tout se parler et de tout mettre nos différentes forces en commun. Il y a également la possibilité, je pense, d'envoyer des profils au niveau national quand on établit quelque chose. Oui, effectivement. Nous, nos profils de personnes disparues et de restes humains sont comparés, restent en banque ici au local et sont comparés. À chaque fois qu'on en rajoute un nouveau, c'est comparé. Lorsqu'il n'y a pas de concordance, les enquêteurs peuvent faire une demande au niveau national, au niveau de la GRC, pour demander l'autorisation que nous, on envoie les profils génétiques dans la Banque nationale. Donc, un corps qui n'est pas identifié ici au Québec peut être envoyé, l'ADN peut être envoyé au niveau national et être comparé avec les personnes disparues des autres provinces. Et inversement, les personnes disparues d'ici du Québec peuvent aussi être comparées, envoyées au niveau national et comparées avec l'ADN des corps qui sont retrouvés dans d'autres provinces. Ce qui n'est pas impossible parce que les provinces sont rapprochées et il se peut que les personnes voyagent et disparaissent dans une autre province. Donc, c'est une possibilité qui est envisageable et qui est faite assez régulièrement. D'ailleurs, on est en processus d'envoyer tous les restes humains au niveau national. Donc, vous avez pu voir à travers le cercle de collaborateurs qu'est-ce qu'on voulait dire par collaboration. Vous avez pu voir des experts de différents niveaux qui tous et chacun avaient une partie du puzzle. Donc, de pouvoir dire, nous, on a fait telle enquête, telle chose, les dents et un peu l'ADN. Donc, on a pu voir tous ces experts qui travaillent avec arrache-pied pour trouver des solutions, pour répondre aux questions des familles. Parce que ne pas avoir de réponse, c'est difficile pour nos familles, mais de comprendre le rôle de chacun et savoir que tous travaillent dans le même but, de travailler ensemble. Et rappelez-vous que la force de l'entraide est quand même notre slogan de l'AFPAD. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir vous montrer à quel point les gens ont à cœur le travail qu'ils font. Et c'est celui de trouver des solutions pour nos gens qui sont disparus.